Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale fiscalité où aujourd'hui on est en compagnie de Maxime, le fiscaliste de la chaîne Mon Conseil Fiscal. Et aujourd'hui on va traiter plusieurs points pour l'année 2022 et pour l'année 2023. On va voir notamment, on va faire un retour sur la loi Finance 2022. On va faire un retour sur le rescrit de Hasher, sur la qualification entre trader pro et trader occasionnel avec le changement de régime BNC. On va aussi parler de la fiscalité des NFT, on va aussi parler de la qualification du Bitcoin en tant qu'actif numérique, et enfin, on parlera des échanges automatiques entre les administrations fiscales. Voilà, donc on a une vidéo bien chargée, je vous demande de vous accrocher, ne vous inquiétez pas, on va faire en sorte que ça passe tout seul. Première mesure qui a été adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2022, c'est la possibilité d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu, puisque c'était quelque chose qui était demandé pour se coller à ce qui existe en matière de valeur mobilière ou de dividendes. Puisque pour ceux qui ont des petits revenus et qui auront des petits gains crypto, on voit par rapport au barème, qui est le barème des revenus 2021, il y aura la possibilité d'être imposé à un taux inférieur à 30% et être imposé soit à 17,2% ou 28,2%, puisque sur ce 30% normalement de flat tax, vous avez 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôt sur le revenu. Donc, vous aurez la possibilité maintenant, pour vos impositions sur vos gains de cession occasionnelle de crypto-monnaie, d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et si vous avez des revenus inférieurs à 26 071 €, si on prend en compte le barème des revenus 2021, vous aurez que 11% d'impôt sur le revenu et plus de 12,8%. Donc, vous aurez un impôt total de 28,2%. Et si vos revenus sont inférieurs à 10 226 €, dans ce cas-là, vous n'aurez pas d'impôt sur le revenu, mais juste les prélèvements sociaux, donc 17,2%. Donc 17,2%. Et il faut savoir que cette mesure, donc adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2022, sera applicable aux sessions réalisées à compter du 1er janvier 2023. Comme l'autre mesure qu'on va vous présenter, c'est des mesures qui sont applicables à partir de 2023. Donc, à partir du moment où vous allez réaliser des sessions à compter du 1er janvier 2023, pour votre déclaration d'impôt, votre déclaration de revenus en avril-mai 2024, vous pourrez opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu pour l'imposition de vos gains de cession occasionnels en matière de crypto et potentiellement, selon le montant de votre rémunération et votre tranche d'imposition, être imposable à moins de 30%, donc 28,2% ou 17,2%. Et sur la deuxième mesure, en fait, c'est le changement de fiscalité pour les traders professionnels. Puisqu'on sait qu'actuellement, quand vous êtes en gain de cession occasionnel, vous allez payer votre flat tax à 30%. On voit que même barème progressif à partir de 2023. Et par contre, quand vous êtes en trader professionnel, dans ce cas-là, vous n'avez pas la flat tax, mais vous êtes en matière de bénéfices industriels et commerciaux. Donc, selon l'importance de vos revenus, effectivement, vous aurez un taux d'imposition qui peut être supérieur à 30%, et comme on le voit à peu près partout, qui peut monter à plus de 60% selon le montant total de vos revenus et de vos gains sur l'année. Et en sachant que quand vous êtes un trader professionnel, donc vous avez un exercice habituel de session, vous êtes également fiscalisé sur tous vos échanges, même échanges crypto-crypto. Donc c'est vraiment une différence importante. Et la problématique de ce régime, c'est qu'il y avait une problématique sur délimiter qu'est-ce qu'une session à titre occasionnel, une session à titre professionnel, une session à titre habituel. Et dans le régime actuel, en fait, on avait très peu de lecture et la doctrine était en fait sur deux lignes et demie qui permettaient en fait de différencier si vous êtes habituel ou occasionnel. En fait, la doctrine administrative nous disait qu'il fallait regarder au cas par cas, selon vraiment votre activité en tant que telle, les circonstances de fait dans lesquelles les opérations d'achat et de revente étaient réalisées. Donc, on doit regarder normalement, pour le régime actuel, quel est le délai séparant les dates d'achat et de revente, le nombre d'actifs numériques vendus, les conditions de leur acquisition. Et en gros, à partir du moment où vous faisiez beaucoup d'opérations sur la journée, que vous faisiez du day trading, que vous aviez des gains importants qui allaient être supérieurs à vos revenus professionnels, que vous alliez mettre en place des mesures complexes de trading, des robots, du short, des opérations de couverture, que vous aviez accès à des informations privilégiées, effectivement, l'administration fiscale pouvait vous requalifier en tant que trader professionnel et finalement imposer vos gains et tous vos échanges crypto-crypto sous la fiscalité BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Et c'est pour ça que dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022, la DAN et l'amendement porté par la DAN était de simplifier la fiscalité des traders professionnels et cette limite entre traders habituels et traders occasionnels en fait revenant sur ce qui existe en matière boursière
et regarder en fait si vous allez agir avec une activité dans les conditions analogues à un professionnel. Et d'ailleurs, sur ce point-là, on peut revenir sur la vidéo de Asher qui est sortie en décembre 2021 et où lui, il a fait un rescrit, donc il a posé la question à l'administration fiscale sur ses opérations. Est-ce qu'il est un trader à titre habituel, un trader professionnel soumis au régime BIC ou un trader, un investisseur occasionnel soumis au régime de la flat tax? Et l'administration fiscale lui a confirmé qu'il était soumis à la flat tax comme un investisseur à titre occasionnel, puisqu'il explique bien dans sa vidéo que finalement, à titre personnel, donc sur ses investissements à titre personnel, et pas sur son activité professionnelle, il a acheté par exemple du Bitcoin en 2017, il a des positions très longues, effectivement il a fait des gains, mais en tout cas, il a une activité qui le laisse penser comme occasionnelle parce qu'il a des délais entre ses achats et ses reventes très longs. Il parle de 6 mois, 1 an, même plus. Il parle d'achat en 2017. Il a également des positions qui restent classiques, sans outils particuliers complexes de trading. Et également, il explique qu'il n'a pas recours à ces outils complexifiés de trading, même si dans sa dernière vidéo de son live Twitch, il explique quand même que ça fait 4 ans qu'il est sur les analyses techniques, etc. Donc, il faut quand même faire attention à son activité réelle et par rapport à ce qui est dans son rescrit. Mais en tout cas, pour le moment, à partir du moment où vous avez des gains importants qui vont être supérieurs à vos revenus professionnels, que vous faites du day trading ou beaucoup d'opérations sur l'année, l'administration fiscale est en droit de vous requalifier comme trader professionnel. Je vous dis pas que sur le juridique, ça peut tenir devant un juge, mais c'est la position de l'administration fiscale et c'est ce qu'on a vu aussi dans des rescrits de personnes qui avaient fait en gros une opération par jour avec la moitié d'opérations d'échange crypto-crypto, mais qui avaient dégagé des plus-values et des gains de cession supérieurs à leurs revenus professionnels. L'administration fiscale, dans le cadre de rescrit, a estimé qu'ils étaient des traders habituels soumis au régime BIC. Donc, il y avait cette problématique du fait que dans les cryptos, on peut sur son téléphone, et c'est ce qui est dit aussi dans les présentations de l'amendement, c'est que sur son téléphone, on est sur l'application, sur son exchange, et on peut faire plusieurs opérations dans la minute avec des montants, parfois des gains. Et s'il y a des gros pumps, et vous pouvez gagner beaucoup en quelques secondes. Et il fallait essayer de changer la fiscalité applicable pour avoir une délimitation plus claire entre cession d'actifs numériques à titre habituel et occasionnel. Et la loi de finances pour 2022 est venue changer cette fiscalité, dire que les traders maintenant professionnels seront plus fiscalisés sous les règles en matière de BIC, mais sous les règles de matière de BNC. Alors sur le plan de la fiscalité en tant que telle et du taux d'imposition, il y a quand même très peu d'impact. Dans tous les cas, vos revenus vont être rajoutés à vos autres revenus et vous aurez potentiellement un taux d'imposition qui sera supérieur à 30%. Mais en tout cas, ça va permettre normalement de simplifier la limite entre le caractère habituel et occasionnel, parce que là, on va regarder si vous avez une activité exercée dans des conditions analogues à un professionnel. Et là, on peut se calquer à ce qui existe en matière boursière et à la doctrine fiscale qui existe déjà et les jurisprudences qui existent déjà. Et là, la doctrine fiscale, elle dit qu'il faut regarder en fait les conditions de détention, la maîtrise et l'usage d'informations, les techniques d'intervention qui sont spécialisées et aussi la recherche organisée au profit de vos opérations qui seront nombreuses et sophistiquées, notamment les opérations de couverture et de report, qui vont être des critères essentiels pour déterminer si vous êtes un trader habituel et professionnel ou un trader occasionnel. Dans cette nouvelle définition, le fait que vous fassiez des gains importants qui vont être supérieurs aux gains de votre activité professionnelle ne seront pas un critère en tant que tel qui permettra à lui seul de vous requalifier comme un trader professionnel, alors que dans le régime actuel, c'est un critère quand même important qui est retenu par l'administration fiscale. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que les traders professionnels, c'est une mesure qui sera applicable à partir de 2023. Ils seront imposés sous le régime des bénéfices non commerciaux, donc à partir des opérations réalisées à partir de 2023. Jusqu'à 2022, vous êtes toujours en BIC. Et pour savoir si vous êtes un trader professionnel ou un trader occasionnel, on va regarder dans quelles conditions vous faites votre activité. Vous avez accédé à des informations techniques que seuls les traders de salles de marché, en fait, de traders de crypto professionnels ont accès. Et si vous utilisez des opérations sophistiquées pour faire vos opérations crypto, type robot, short, ouverture, report, etc. Et le fait que vous fassiez beaucoup d'opérations sur l'année et également avec des montants conséquents, ça sera un indice du fait que vous soyez professionnel, mais ça ne sera pas un indice suffisant en lui-même qui vous permette de vous requalifier. Donc, par principe, on devrait avoir une qualification exceptionnelle pour la majorité des gens comme traders habituels. Et d'ailleurs, c'est le sens des jurisprudences où on voit que la quasi-intégralité des gens qui se font redresser comme traders professionnels en matière boursière, finalement, c'est des gens qui sont déjà du métier et dans des sociétés qui font du trading et qui ont utilisé finalement leurs connaissances professionnelles pour faire des gains à titre personnel et pour des montants conséquents. Donc voilà, c'est important à retenir que les deux mesures vont être applicables à partir de 2023. C'est pas le droit fiscal applicable en 2022. Pour le moment, on reste bien sur gain de
session occasionnelle, flat tax à 30%, sans option pour le barème progressif. Et si vous êtes requalifié comme trader habituel, vous avez une fiscalité BIC. À partir des opérations 2023, donc depuis le 1er janvier 2023, possibilité d'opter pour le barème progressif pour les sessions de gains occasionnels. Et également, si vous êtes un trader professionnel, dans ce cas-là, vous aurez une fiscalité BNC. Si on veut reprendre les amendements qui ont été déposés dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022, il y en avait 9 et on n'a eu que 2 qui ont été adoptés. Et malheureusement, toutes les questions de pouvoir reporter les moins-values sur les exercices ultérieurs, comme ce qui existe en matière boursière, la possibilité d'avoir un abattement annuel de plus de 305 euros, mais de 3000 euros sur les opérations crypto, également la possibilité de faire un apport cession et de bénéficier d'un report d'imposition pour l'apport de vos cryptos à une société, des choses qui n'ont pas été acceptées dans le cadre du débat parlementaire et on espère que ça reviendra en 2023. Et du coup, qu'en est-il de la fiscalité des NFT? Et voilà, donc du coup, c'est la problématique de la fiscalité. Est-ce que c'est un actif numérique? Est-ce que c'est un bien meuble? Ou est-ce que c'est une œuvre d'art? C'est la qualification juridique qui va entraîner ensuite la qualification fiscale et de savoir effectivement est-ce qu'on en sera sur de l'échange ou de l'achat d'un actif numérique, on sera sur la vente, de l'échange ou une cession ou un achat d'un bien meuble, ou alors un achat, un échange ou une cession d'une œuvre d'art. Si on estime que c'est un actif numérique, finalement, on reste dans la sphère crypto, et si on achète un NFT avec des cryptos, on reste sur une neutralisation des échanges et pas de fiscalité. Si on cède ensuite un NFT contre de la crypto, on reste sur un échange et pas de fiscalité, mais si on cède contre la monnaie fiat, là, on va déclencher une value imposable à la flat tax. Ensuite, si c'est un bien meuble, si vous allez acheter un NFT avec de la crypto, vous allez acheter un bien, vous allez déclencher une plus-value. Et inversement, si vous allez céder votre NFT, comme c'est plus une crypto, dans ce cas-là, et c'est un bien meuble, on va rentrer dans le régime de la fiscalité de cession des biens meubles, tant qu'on reste sur l'occasionnel. Et dans ce cas-là, vous aurez des exonérations pour chaque cession dès que c'est une valeur inférieure à 5 000 euros, avec des abattements de 5% par année au-delà de la deuxième année. Et ensuite, sur ce qui reste, si vous êtes à un prix supérieur à 5 000 euros, une imposition à 36,2%. Derrière, si vous estimez également que c'est une œuvre d'art, là, par principe, vous êtes sur la taxe sur les objets et métaux précieux, une exonération pour les cessions inférieures à 5 000 euros et une taxation forfaitaire à 6,5%, mais avec la possibilité également de revenir sur la fiscalité des biens meubles. Donc c'est là où on voit que c'est compliqué. Pour le moment, on n'a pas de qualification juridique précise, que l'ADAN, dans son amendement, avait donné une qualification juridique et demandé qu'on applique la fiscalité du sous-jacent dans le fait pour avoir une vision un peu plus claire de la fiscalité. Pour le moment, vous avez le choix. Vous pouvez faire un rescrit à l'administration fiscale pour demander justement est-ce que c'est un actif numérique, est-ce que c'est un bien meuble, est-ce que c'est une œuvre d'art, en sachant que selon si vous avez acheté avec des cryptos ou si vous revendez de la monnaie fiat ou des cryptos, vous pourrez, en suivant une logique quand même, la même logique pour les achats et les reventes, regarder comment optimiser votre fiscalité et regarder pour les cessions qui seraient inférieures à 5 000 euros qui pourraient être exonérées d'impôts. Il n'y a pas de logique claire encore en matière juridique et fiscale et ça sera quelque chose qui va revenir peut-être dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023 parce que là on est, comme je l'ai dit, une sorte d'ovni juridique et fiscal. Alors maintenant, il serait intéressant de s'intéresser aussi à la qualification du Bitcoin en tant qu'actif numérique. Est-ce que cette qualification va évoluer? Justement, c'est la question que je pose. Alors effectivement, c'est une problématique importante qui est intervenue depuis la loi Bitcoin au Salvador. Et le fait de reconnaître comme monnaie officielle le Bitcoin au Salvador, c'est une question qui sort en ce moment et qui a aussi été reprise dans la mission d'information sur les crypto-monnaies et sur la question de savoir est-ce que le Bitcoin est toujours un actif numérique à compter du 7 septembre 2021. Et est-ce que pour les opérations faites après cette date, est-ce qu'on est sur des échanges de crypto-crypto ou est-ce qu'on est sur la cession d'une monnaie officielle d'un pays et non plus d'un actif numérique et avec toutes les conséquences fiscales qui peut intervenir. Parce que si on regarde la définition de l'actif numérique au sens à la fois du 150 VH bis, donc sur la fiscalité, on voit qu'on renvoie au code monétaire et financier, donc ce L5410-1 du code monétaire et financier, que lui-même, dans sa définition, on voit que est considéré comme un actif numérique à la fois les tokens, mais aussi les représentations numériques d'une valeur et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie. Et là se pose la question du Bitcoin, puisque maintenant il a le statut juridique d'une monnaie au Salvador. Et du coup, si on n'est plus sur des opérations entre actifs numériques avec le Bitcoin, ça veut dire que vous allez déclencher une fiscalité sur les échanges avec vos bitcoins et inversement quand vous cédez du bitcoin, vous n'avez pas une fiscalité de gain de cession occasionnelle d'actifs numériques. Donc c'est une question qui s'est reposée dans la mission d'information développement des crypto-monnaies et le rapport parlementaire sur ces questions-là. Après il y a Eric Wirtz qui a quand même bien dit que le bitcoin n'était pas une monnaie et ne sera jamais une monnaie, mais sur le plan juridique c'est quelque chose c'est une question qui peut se poser parce qu'il y aurait une possibilité d'optimisation fiscale aussi intéressante puisqu'on reviendrait sur une fiscalité en cas de cession du bitcoin
Bitcoin faites après le 7 septembre 2021 pour une fiscalité de cession de biens meubles. Et dans ce cas-là, on reviendrait sur ce qu'on a vu aussi pour le NFT avec des exonérations pour chaque cession qui serait inférieure à 5 000 € et de rentrer dans les techniques un peu de saucissonnage de votre Bitcoin pour céder des Bitcoins pour un prix de cession inférieur à 5 000 €. En sachant que après, il faut faire attention à pas se faire requalifier comme trader habituel, mais pour un gain de cession occasionnel, ça serait une possibilité d'optimisation fiscale. Après, sur ces questions-là, c'est des questions juridiques sur lesquelles il faudra plutôt passer pour un rescrit pour éviter d'avoir une remise en cause de votre fiscalité, mais il y a une réelle possibilité d'optimisation fiscale du fait que on pourrait sortir le Bitcoin d'une qualification d'actif numérique au sens de la définition du Code monétaire et financier. Et sur l'impact, effectivement, c'est que avant le 7 septembre 2021, on resterait, on est une personne physique non professionnelle, donc sur des gains de cession occasionnels, on aurait, si on fait cession Bitcoin contre une monnaie fiat, un bien ou un service, la taxe, donc à 30%. Si on fait de l'échange Bitcoin contre d'autres cryptos, contre d'autres actifs numériques, voire même un NFT, si on considère comme un actif numérique, on n'a pas d'imposition, même dans le sens inverse. Par contre, après le 7 septembre 2021, si on vend son Bitcoin, est-ce que on a finalement une fiscalité actif numérique ou alors une fiscalité de cession de biens meubles? Et dans ce cas-là, on aurait l'exonération des cessions si chaque cession est inférieure à 5 000 €. Et là également, abattement de 5% par année au-delà de la deuxième. Et après, taxation à 36,2%. Et également, si vous achetez des bitcoins, c'est là le risque aussi. Si vous estimez que maintenant c'est justement du gain de change et vous rentrez dans la fiscalité des gains de cession de biens meubles, si vous achetez un bitcoin avec de la crypto, du coup, vous achetez plus un actif numérique et vous achetez finalement une monnaie. Et dans ce cas-là, vous allez également déclencher une plus-value. Donc, il faut faire attention avec les opérations bitcoin. Il y a justement un parlementaire qui a posé très récemment une question au ministre de l'économie, Bruno Le Maire, justement, qu'est-ce qu'il en était de la définition de l'actif numérique au titre de la loi Bitcoin et est-ce qu'il n'y a pas une remise en cause de la fiscalité incidente sur justement le fait que le Bitcoin soit devenu une monnaie nationale du Salvador. Donc on attend la réponse de Bruno Le Maire tout en sachant que cette question a déjà été soulevée dans cette mission et ce rapport parlementaire du 1er décembre 2021 et que la plupart des gens qui ont répondu sur cette question, je vous renvoie à ce rapport. Ils ont quand même dit que c'était un cryptoactif et que ça sera jamais une monnaie. Donc je suppose que l'administration fiscale ne sera pas dans un premier temps d'accord pour faire sortir l'actif numérique, pour faire sortir le Bitcoin d'un actif numérique, mais il y a quand même au côté juridique et peut-être au côté contentieux une chose à faire pour justement profiter de ces gains de cession et de ces exonérations pour des prix de cession inférieurs à 5 000 € et une vraie possibilité d'optimisation fiscale. Voilà. D'accord, merci. Alors là, maintenant, on va traiter d'un autre sujet, le dernier sujet avant qu'on clôture cette vidéo, à savoir les échanges automatiques entre les administrations fiscales au sein de l'Europe. C'est bien ça, hein? Oui, et également, c'est le dernier point d'actualité justement pour faire un panorama à jour de ce qu'il y a en développement justement sur l'échange automatique d'informations, les informations bancaires, mais aussi sur l'impulsion de l'Union européenne, la possibilité d'avoir plus d'informations en matière de crypto-monnaie dans le cadre peut-être d'une future directive, alors qui interviendrait peut-être sur 2023-2024, sur la DAC 8, pour renforcer justement l'échange automatique d'informations entre les administrations fiscales, et notamment sur les cryptoactifs détenus. Alors après, il faudra voir exactement ce qu'il y aura dans la directive, mais on y va. C'est aussi, il y a eu un rapport de l'OCDE en 2020 sur l'état des actifs numériques dans le monde, et effectivement, une des prérogatives et une des mesures qui est vraiment ressortie, c'est d'avoir plus de contrôle et plus d'informations sur les cryptos. Donc, à terme, effectivement, ceux qui veulent rester anonymes en matière de crypto, on va arriver sur les prochaines années, peut-être pas sur 2022, mais sur 2023-2024, à un échange d'informations en matière de crypto. Après, il faudra voir quel est le cadre et comment il y aura toujours peut-être une possibilité d'échapper ou de mettre en place des mécanismes pour ne pas rentrer dans ces mécanismes d'information et d'échange d'informations, comme ce qui existe déjà en matière d'information bancaire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va arriver prochainement. Maxime, pour nous avoir aiguillé sur la fiscalité des crypto-monnaies, c'est vrai que la fiscalité des crypto-monnaies et la fiscalité en général, c'est pas des points qui sont très glamour et qui plaisent en général, mais malgré tout, il faut quand même s'y intéresser, notamment quand on a des revenus conséquents avec les crypto-monnaies, que ce soit en trading ou que ça soit en mining, il faut s'intéresser à la fiscalité parce que peut-être que vous oubliez l'administration fiscale, mais elle ne vous oublie pas. Voilà. Donc, merci pour cette vidéo et je pense qu'on se verra dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, minez bien pour ceux qui minent et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao! Ciao Maxime! Merci.